Bonjour à tous. Ophélia, tu me dis que c'est parti. C'est Euh, parti. Magnifique. Julien, Philippe, Eric, je vous propose d'activer vos caméras et vos micros. Donc, on aborde la table ronde numéro 4. Il va être question d'immatériel au cœur des mutations du travail et de la gouvernance d'entreprise. On a prévu un créneau pour que vous puissiez poser des questions. Donc, je vous propose de les indiquer dans le fil de discussion et on les prendra en fin de table ronde. Alors, est-ce que vous avez allumé vos caméras tous les trois? Pas encore. Bonjour. 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 Alors, je ne vois pas encore. Émilie, je crois que c'est toi qui peux allumer, enfin enlever le partage d'écran. Si on peut avoir juste la caméra des intervenants, s'il vous plaît. Voilà, magnifique. Monsieur Cotora, est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra, s'il vous plaît? Magnifique, merci beaucoup. Donc alors, vous avez bien vu, directeur général de Crédit Mutuel Innovation, Philippe Quinter, directeur du développement durable et de la RSE chez BPI France, et Éric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau. Donc merci déjà à tous les trois d'être présents ici aujourd'hui. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Éric, quand on a préparé la table ronde, on a parlé du capital humain et de la gouvernance au sein de Rémy Cointreau et de la manière dont ça vous a permis et ça vous permet encore de traverser la crise. Est-ce que vous pouvez partager ces sujets avec nous? Bien sûr. Bonjour à tous et merci Mathieu pour cette introduction. Effectivement, alors le capital humain et la gouvernance se sont révélés être deux atouts précieux pendant la crise. Il est important de le signaler parce que dans un groupe comme le nôtre, dont les marques ont une très forte valeur ajoutée, on a souvent tendance à réduire l'immatériel à la puissance de nos marques. Alors pourquoi évoquer le capital humain? Eh bien parce que si notre capitalisation boursière est importante, 8 milliards d'euros, nous ne sommes que 2000 dans le monde. Les circuits sont donc courts, y compris les circuits hiérarchiques, et il est plus facile de fonctionner ensemble, malgré une très grande dispersion géographique. Et pourquoi la gouvernance? Toujours un petit mot d'introduction, mais parce que notre actionnaire majoritaire, même si nous sommes cotés en bourse, est familial, qu'il connaît notre métier et que depuis plusieurs générations. Et cela nous permet de nous projeter dans la durée, même s'il nous faut bien entendu gérer le court terme qu'imposent les marchés financiers. Alors, fort de ces deux atouts, nous avons profité, si je puis dire, de la crise, ou en tout cas, elle a été un accélérateur, et elle a permis de mettre en place des routines dont certaines sont amenées à durer car elles ont beaucoup apporté en termes de cohésion et elles ont beaucoup contribué à renforcer le capital humain, d'autant que le confinement est intervenu par ailleurs alors même que nous nous apprêtions à partager notre vision et le plan d'action qui en découle 4 mois après mon arrivée à l'époque. C'était au mois de mars. Nous avions donc un double enjeu. Le premier était de concilier l'urgence des milliards de problèmes à traiter au quotidien survenus avec la Covid, la fermeture des usines, la fermeture des sites dans le monde entier, bien sûr. Donc une priorité très à court terme, mais en même temps concilier cela avec la nécessité de se projeter dans la durée et une nécessité d'autant plus grande que se projeter dans la durée avait comme vertu aussi de rassurer les équipes puisqu'elle me montrait qu'il y avait un cap et une confiance pour ce qui était de traverser cette crise. Et puis la deuxième priorité, c'était de maintenir le lien, finalement, dans ce contexte de travail dégradé, et si l'éloignement nous rapprochait. Alors, qu'a-t-on fait? On a d'abord travaillé le fond. Donc, très tôt, on a cherché à démontrer notre confiance et à rassembler nos équipes autour de nos valeurs, avec des gestes forts. Le premier a été de refuser partout dans le monde toutes les aides de l'État, quelles qu'elles soient, et on l'a fait très tôt, très vite, tout en maintenant nos investissements stratégiques. L'idée étant qu'on avait la possibilité de le faire et qu'on pensait que ces aides devaient passer en priorité à des entreprises plus en difficulté. Et la deuxième chose qu'on a faite sur le fond, c'est qu'on a fait des efforts à tous les étages, depuis les employés qui ont renoncé à leurs augmentations de salaire, en passant évidemment par le COMEX qui a renoncé à une partie de sa rémunération, les jetons de présence au sein du conseil d'administration, et puis très tôt aussi une annonce sur les dividendes moins importants. Tout ça a permis de
renforcer un sentiment de cohérence et une fierté d'appartenance. Mais on a aussi fait beaucoup de choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais dont on ne soupçonnait pas à ce moment-là l'importance pour les équipes et le développement de ce capital humain, qui était un petit peu instinctive, mais qui finalement ont un impact un peu structurel. Alors, dans cette idée de et si l'éloignement nous rapprochait. Donc, on a commencé par ce que font beaucoup de groupes, hein, des visios hebdomadaires avec les cadres dirigeants du groupe, parfois l'ensemble du personnel, l'occasion d'un update et d'un partage sur la vision. Mais on a aussi, et puis avec bien sûr une formule de plus en plus interactive, des questions qui pouvaient se poser, des intervenants de tout niveau hiérarchique qu'on faisait participer. Mais par ailleurs, moi, j'ai éprouvé le besoin de dire bonjour à tout le monde, ce qui n'était plus possible dans le cadre du confinement. Donc, j'ai écrit un mail tous les jours aux équipes pour leur dire bonjour avec la pensée du jour. Et au-delà de la pensée du jour, un petit challenge chaque jour et un petit prix remis le lendemain à chaque fois. Et en fait, j'ai été un peu débordé par le sujet d'ailleurs, puisque j'avais plusieurs centaines de mails à traiter tous les soirs, tellement finalement ça a été important pour les équipes. Puis la dernière chose qu'on a faite, c'est que c'était un petit peu long d'écrire tous les jours quelque chose. On a terminé par, moi j'aime bien écrire des poèmes, et on a écrit un poème tous ensemble. Donc j'ai écrit le premier vers d'un poème que je leur ai proposé ensuite de continuer. Donc chaque jour, tout un tas de personnes pouvaient proposer le deuxième vers, le troisième vers, c'était un sonnet. Et ça donnait donc 14 vers en tout. Ça nous a occupé sur 14 jours. Et ça a donné un poème que nous avons appelé Mixologie, en référence à notre monde du cocktail, Mixologie confinée, qui a été un élément de cohésion très fort et très important, et qu'on retrouve maintenant, c'est pas notre initiative, celle de la direction, mais affiché sur tous les sites avec une grande fierté. Ce poème nous raconte, dit qui nous sommes, quelles sont nos valeurs et comment nous avons vécu cette période de confinement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Eric. Par rapport à ça, quand on a préparé la table ronde, Julien, moi je connaissais pas, tu as évoqué ton passé d'entrepreneur, tu as créé la société Cedexis qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps, et tu nous as parlé de ta vision et des entreprises colorées qui sont peut-être un peu en lien avec ce qu'a dit Eric à l'instant en fait. Oui, bonjour à tous. En effet, avant de rejoindre le Crédit Mutuel, j'avais créé plusieurs sociétés, dont la dernière qui a eu un peu de succès, puisqu'elle avait été citée future licorne française 3 années de suite. Donc, stéréotype de la boîte en hyper-croissance, ce qui veut dire qu'on allait très, très vite, très, très fort. On a ouvert 9 filiales dans le monde en moins de 5 ans, et puis 1000 clients, Facebook, Twitter, etc. Et c'est vrai qu'assez vite, quand l'équipe a grossi, j'ai essayé de me projeter en disant, voilà, je ne sais pas exactement comment je vais l'organiser, mais en tout cas, je sais exactement ce que je ne veux pas. Et donc, j'ai appris un petit peu toute l'historique de mes anciens boss avec ce qui me plaisait, mais surtout ce qui ne me plaisait pas et ce que je ne voulais pas faire. Et donc, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir inventé une responsabilité distribuée, une entraide entre les gens, des anecdotes comme des recrutements, les phases de recrutement étaient des recrutements de groupe, des commissions pour les commerciaux, 70% des commissions étaient des commissions d'équipe, ce qui est assez rare dans le monde du SaaS et du software, voilà. Et donc, en fait, à la fin, au moment de la vente, je me suis rendu compte que j'avais le sentiment d'avoir créé une famille de 75 personnes avec une bonne entente. Et dès qu'il y avait, par exemple, je me souviens, dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait à troller, c'est-à-dire à commencer à critiquer pour critiquer, bon, déjà, je le blindais de travail comme ça. S'il avait le temps de critiquer les autres, c'est qu'il n'avait pas assez de travail. Donc déjà, ça calmait un petit peu les ardeurs. Et puis après, puis parfois, malheureusement, quand c'est dans une habitude ou quand c'est intrinsèque à certaines personnes, je devais malheureusement m'en séparer. Ça a créé une culture d'entreprise, d'entraide extrêmement forte. Et puis au moment de la vente, on aurait pu se dire, voilà, ok, c'est bon, c'est vendu. Les investisseurs récupèrent leur mise, tous les employés avec des stock options, donc tout le monde repart avec un bout du gâteau. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, l'aventure n'était pas terminée. C'est-à-dire que la cote Argus des équipes va dépendre de votre communication de sortie. Et donc, vu que je n'aurais jamais réussi à transformer cette petite société que j'avais créée dans mon sous-sol en belle pépite,
j'ai passé beaucoup de temps à partager cette expérience, à créer même un cours qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneur. Et là, j'ai été extrêmement vexé parce que en faisant un exec MBA à HEC, je me suis rendu compte que ce que je croyais avoir inventé avait en fait été déjà étudié par un bon nombre de spécialistes et dont le bouquin de Frédéric Laloux qui traduit en fait sous forme de couleurs les organisations d'entreprise avec le côté rouge très top-down et puis le côté il va pas jusqu'à l'entreprise libérée mais jusqu'à la responsabilité distribuée avec une meilleure productivité, moins de turnover, etc. Donc voilà, donc ça c'était une aventure à la fois extraordinaire et puis quand je l'ai vendu, j'ai pas eu le droit de travailler pendant 1 an et puis et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de gens qui avaient eu la gentillesse de m'aider quand je me suis lancé. Je rende en fait, c'est vraiment un sentiment d'éviter que d'autres entrepreneurs galèrent autant ou on fasse les mêmes erreurs que celles que j'ai faites. Et puis, comme j'avais eu pas mal de soucis, où j'avais pas bien fait mes devoirs, on dira, avec les investisseurs, surtout ceux aux États-Unis, du coup, je me suis dit, l'effet de levier que je peux avoir, ça va être de rejoindre un fonds d'investissement. Et donc, Crédit Mutuel m'a proposé de prendre cette place de directeur général en charge de tous les investissements dans les startups, en fait. D'accord. Par rapport justement aux investissements, Philippe, une maison comme BPI, dans le contexte de la crise, Eric nous en a un peu parlé, là on a le sujet de la couleur des entreprises. Comment est-ce que la gouvernance s'est organisée pour mener ces actions et faire évoluer la structure dans ce contexte qui était complètement inattendu et auquel il a fallu s'adapter ? Alors, on était un peu sur la façade atlantique, hein, quand on a des vagues de 10 mètres de haut et qui succèdent les unes après les autres. Alors, c'est vrai que la crise a ceci d'exceptionnel, c'est qu'en fait, sont des conditions particulières. Et à conditions particulières, il faut avoir des réactions spécifiques et particulières. Alors, très concrètement, en fait, chez BPI France, ce qui s'est produit, c'est l'histoire d'une ETI bancaire et d'investissement, en fait, de 3000 personnes, qui réagit avec 4000 appels par jour, je dirais, d'entrepreneurs qui veulent des conseils, qui veulent être soutenus, etc. Alors, ça se traduit concrètement par une mobilisation. On ne publie pas une mobilisation sur les murs, mais ça s'est produit de cette manière-là. C'est qu'en fait, chacun, les salariés sont portés massivement volontaires pour rappeler tous les entrepreneurs, je dis bien tous, chaque jour, par vague de 4000, voire plus. Et ça a duré un certain temps, pour les renseigner, les prendre en charge, etc. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que, indépendamment de cet effet massif, hein, quand même, je veux dire, ça veut dire qu'il faut former les gens très rapidement. Il faut des salariés qui n'étaient pas rompus non plus, je dirais, de manière détaillée à certains processus ou spécifications, devaient donner des informations fiables, renseigner et être utiles. Et ce qui a été vraiment exceptionnel, c'est que quand on regarde ce qui s'est produit, et dans la durée, hein, ça ne s'est pas fait sur quelques jours, ça s'est vraiment étendu dans le temps, il y a de très belles choses qui sont ressorties. Les salariés ont été extrêmement fiers de mener cette mission. Et là, on touche à des leviers extrêmement forts au sein des entreprises, hein. C'est le niveau d'engagement, c'est le sentiment d'appartenance, c'est tout ce qui tourne autour du sens, hein. Et là, c'est formidable parce que être fier, c'est pas simplement être fier de sa prestation, mais c'est porter un drapeau, être utile, aller de l'avant, avoir un sentiment d'utilité. C'est-à-dire que les salariés chez nous, du matin au soir, le soir étaient fiers de leur journée et le lendemain matin se disaient qu'est-ce que je peux faire pour être utile pour les entrepreneurs. Alors ça crée un état général, ça crée une ambiance, c'est communicatif. On arrive à faire passer un peu le fluide aux entrepreneurs pour leur donner un peu du peps dans les moments où on est au creux de la vague. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, et parallèlement, bien sûr, c'est bien de faire le job de cette manière et avec ce rythme, avec ces talents, mais ça veut dire qu'il faut mettre des pansements là où ça fait mal. Ça veut dire que sur la communauté de 3000 personnes qui est à bord de BPI France, il y a des gens qui sont plus fragiles. Il y a des gens qui étaient dans leur domicile, seuls, dans des petits logements, pas faciles. Donc, il faut aussi remotiver, redoper toute notre communauté alors avec du coaching, avec aussi une reconnexion numérique extrêmement forte, naturellement, hein, c'est d'être présent, avoir le sentiment qu'à tout moment,
il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Ça rejoint un peu la problématique des troupes d'élite. Je fais attention à mes camarades qui sont encordés. Dès lors que j'en vois un qui fléchit, il peut mettre en risque le reste. Donc, je porte une attention extrêmement forte à ceux qui m'entourent, aux signaux faibles et bien sûr aux signaux forts. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au niveau de la dynamique des salariés et qui a été poursuivi. Et le résultat de ça, qui est super concret, vous l'imaginez bien, hein, c'est d'avoir un coup de fil de la patronne d'un salon de coiffure jusqu'une entreprise qui est dans les dom-toms, qui travaille sur des sujets ou des groupes avec des filiales. Donc c'est à la fois un caractère d'adaptation et puis un collectif qui était déjà fort et là qui ressort encore plus valorisé, quoi, hein, en substance. D'accord. Cet aspect travail et l'humain dans l'organisation, Eric, quand on a discuté des savoir-faire chez Rémy Cointreau, de la manière dont le patrimoine était géré, tu nous as parlé immédiatement de la marque Louis XIII et de l'ambition du groupe par rapport à ça sur ces savoir-faire. Est-ce que tu peux un peu nous en reparler, nous dire ce qu'il en est de ton point de vue? J'enlève mon micro, pardon, bien sûr. Alors, avant de parler de Louis XIII, peut-être un tout petit mot pour dire qu'effectivement, à l'origine, nous sommes des viticulteurs. Alors, on passe notre temps dans les vignes et dans nos chais. On fabrique un très beau produit, mais qu'on vend à des distributeurs qui eux-mêmes le vendent à un distributeur, qui le vendent à un retailer, qui le vendent au client final. Mais l'enjeu, depuis quelques années maintenant, c'est de connaître nos clients, c'est de leur vendre directement, c'est de leur offrir une expérience en phase avec la qualité de nos produits. Et ce n'est pas du tout notre culture au départ. Et cet enjeu est d'autant plus important que la Covid a accéléré ça avec l'augmentation de la consommation à la maison, l'e-commerce, qui sont autant de sujets, qui sont autant d'opportunités finalement et d'enjeux d'entrer en contact directement avec nos clients. Et nous, on a un atout hors norme dans notre industrie qui est effectivement Louis XIII, qui est une marque que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais c'est une carafe de cognac qui commence à 3 000 €, dans lequel on met des eaux de vie qui vont jusqu'à 100 ans et plus. Donc c'est vrai que c'est très particulier puisque notre maître de chai aujourd'hui met des eaux de vie qui dans 100 ans seront peut-être choisies par un de ses lointains successeurs pour rentrer dans le produit. Et donc c'est vrai que cette marque elle est exceptionnelle et avec son prix, elle est l'équivalent d'une marque de très haute horlogerie à 25 000 € la montre. Elle est très particulière et c'est peut-être la seule marque qui dans notre métier a vocation peut-être à connaître tous ses clients finaux, pardon. Et donc, ça nous amène à avoir une réflexion un petit peu révolutionnaire qui est peut-être celle qu'a pu avoir Cartier dans les années 60, à l'époque où la joaillerie était un business très wholesale. Et maintenant, on sait que c'est devenu essentiellement un business retail. Et c'est évidemment, Louis XIII devient du coup le fer de lance d'un changement de culture assez radical qui s'accompagne d'un changement d'organisation qui est d'abord un enjeu humain, puisque effectivement, il s'agit pour nous d'acquérir des compétences que nous n'avons absolument pas dans nos métiers, puisque je rappelle, on est des viticulteurs, des experts, des compétences autour du CRM, autour du merchandising visuel et donc de la mise en scène de nos produits en boutique, du digital, du retail. Et tout ça, ça veut dire acquérir des nouvelles expertises et mettre en place une nouvelle organisation. Et c'est aussi un changement de culture dans un monde où les cycles sont plutôt lents qui nous pousse vers du test and learn, hein, donc il faut essayer les choses parce qu'on est sur un territoire un petit peu inconnu pour nous. Voilà, et c'est là que Louis XIII est effectivement, et qu'on l'avait évoqué, dans le cadre de cette évolution de l'organisation et de ce changement de culture. C'est un peu le poisson pilote du groupe, mais qui doit nous amener ensuite à étendre ce que nous faisons à l'ensemble du groupe. Merci. Julien, je reviens sur le sujet du contexte épidémique. On ne l'a pas évoqué jusqu'à présent avec toi. Comment est-ce que tu as décidé d'accompagner tes équipes avec cette évolution un peu brutale du contexte? Alors, plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre qu'on est dans un milieu bancaire. Donc, quand on reprend les couleurs de Frédéric Laloux, on est dans une entreprise assez hiérarchique, assez top-down. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à avoir une autonomie totale. Et donc, il faut définir un cap. Et le cap, c'était le cap dès l'origine, c'est-à-dire je voulais transformer Crédit Mutuel Innovation en VC idéal, c'est-à-dire le VC que j'aurais rêvé d'avoir en tant qu'entrepreneur. Et pour ça, on a commencé à créer un peu de marketing autour de ça, ce qui peut paraître un peu étrange, mais c'est de se dire quelle est notre baseline. Notre baseline, c'est la denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps.
Et donc, fort de cette baseline, c'est comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs qui sont les super-héros. Moi, j'ai vidé le livret A de mes enfants. Aujourd'hui, je dors très très bien. Donc, c'est une autre philosophie. Et donc, on s'est dit, on a appelé toutes nos participations. Il y en a quand même pas loin d'une quarantaine. Et on leur dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous sommes votre stagiaire, nous sommes à votre service. Et donc, on a commencé à créer des docs partagés sur Drive avec comment faire son PGE, comment faire un chômage partiel, etc. Et toute cette hiérarchie qui peut prendre du temps. Ensuite, on a mis tous les entrepreneurs entre eux pour qu'ils puissent partager les meilleures pratiques pour pouvoir gagner du temps. Et en faisant ça, on a vraiment participé à leur aventure. Alors, au niveau de l'équipe, c'est vrai que ça a complètement perturbé les méthodes de travail, et puisque d'habitude, on va toujours au bureau, là, c'était tout en distanciel. Donc, on a créé des rituels. C'est-à-dire, OK, petit Zoom du matin à 9h du matin pour être sûr déjà, que tout le monde est réveillé, et puis pour que tout le monde puisse partager qu'il a fait la veille et les objectifs, un peu à la méthode Google, c'est-à-dire les OKR, Objective Key Results, pour savoir et pour partager en se disant bien que si jamais je prends du retard, ça va retarder les copains. Donc on a vraiment fédéré l'équipe, et j'ai essayé d'appliquer un peu les recettes que j'avais créées en tant qu'entrepreneur, en devenant un peu un intrapreneur et à faire vivre tout le monde dans cette lignée-là. Et je dois avouer que la productivité n'a jamais été aussi bonne. Le nombre de dossiers a explosé, et puis là où Crédit Mutuel n'avait pas forcément, Innovation n'avait pas forcément une image très avant-gardiste dans le monde du digital, tout d'un coup, on a quelque part, je dois avouer, un peu profité du fait que nos confrères aient un peu levé le stylo pour pouvoir faire beaucoup de dossiers et se positionner sur des participations très, très prometteuses. Donc voilà, donc une fois qu'on a passé cette phase-là, j'avais écouté une conférence d'un gendarme, d'un colonel de la marine, et qui parlait de l'impact des sous-mariniers. Et donc, une fois que vous sortez de cette phase, vous avez besoin d'une phase de décompression, de diffusing. Et donc, une fois qu'on est sorti de ce confinement, on a essayé justement de lâcher, et même si on aurait pu pousser les gens à se dire, OK, maintenant, dans télétravail, il y a télé, il est temps de passer la seconde. Ben non, au contraire, on dit, OK, on lève le pied là, c'est le moment de prendre un tout petit peu de recul, un tout petit peu de vacances. Ça tombait bien parce que c'était la bonne période pour pouvoir réenclencher en gardant les meilleurs assets et en adaptant les meilleures pratiques qu'on avait eues pendant cette période. Et donc, c'est là où, pardon, oui, je te coupe, et c'est là où, du coup, j'ai offert à toute l'équipe, juste avant de partir en vacances, le fameux bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui, comme son nom l'indique, est un bouquin en français. Merci. Philippe, on vient de voir là comment Julien, qui est dans une structure, une organisation qui investit comme BPI, on va dire, peut-être sur des projets similaires. Comment est-ce que les équipes de BPI ont été accompagnées dans ce contexte? Est-ce que c'était différent de ce que Julien nous a expliqué? Quelle est ta perception des choses en tout cas? Alors, comment les équipes ont été accompagnées? On en a dit un mot déjà, c'est effectivement avec un entourage extrêmement serré de formation. C'est-à-dire qu'il a fallu, dans le même temps, c'est un travail qui n'est pas facile à faire, ça veut dire qu'il faut délivrer, donc faire face à nos interlocuteurs, aux entreprises, aux entrepreneurs, les rassurer, donc ce qu'on appelle la vraie prise en charge, concrètement. C'est à la fois avec des solutions financières, et puis on est quand même le bras concernant la garantie de l'État du PGE. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment expliciter tous les dispositifs pour donner la boîte de décodage aux entrepreneurs pour leur dire voilà, vous faites ça, ça et ça va bien se passer. Donc injecter beaucoup de formation, mais alors là à vitesse grand V, donc ça veut dire beaucoup de pédagogie aussi pour ceux qui ne connaissaient pas. Encore une fois, c'est une mobilisation, ce qu'on disait un peu général. Donc, tous les métiers se sont mobilisés. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement au sens également de l'accompagnement personnel. Ceux qui flanchaient à certains moments parce que
c'est pas simple, la gestion émotionnelle. Là, on avait affaire à des entrepreneurs. Je pense que Julien le sait parfaitement dans son métier. Qui parfois étaient un pied dans le vide. Certains remerciaient chaleureusement donc des jeunes collaborateurs, des jeunes salariés chez nous qui avaient un peu ce baptême du feu. C'est pas simple à gérer au niveau émotionnel. Donc il fallait à la fois les baquer avec du coaching, les assurer finalement pour qu'ils puissent se sentir suffisamment robustes pour eux-mêmes aider les entrepreneurs. C'est vrai que généralement, on aide bien les gens quand on est assez robuste soi-même, quoi, hein, d'une manière générale, quoi, hein. Merci pour ton témoignage. Avec les échanges qu'on a eus, chacun d'entre vous, on en est venu à la conclusion que le temps, ou en tout cas la perception qu'on pouvait en avoir, c'était un sujet important. Donc, est-ce que Eric, tu peux nous dire comment le temps peut être perçu comme une ressource immatérielle chez Rémy Cointreau? Oui, alors nous, on a un rapport très particulier au temps. D'abord, il est effectivement au cœur de notre tagline, notre slogan, puisque c'est des terroirs, des hommes et du temps. Alors, on a parlé des hommes tout à l'heure, hein, voilà, on est tous les maillons d'une chaîne, mais on a parlé aussi des terroirs, hein, qui sont notre trésor depuis plusieurs générations. Et c'est vrai que la nature est capricieuse et que les enjeux environnementaux sont de taille, donc on est forcément très sensible en ce qui nous concerne. Mais le temps est effectivement une donnée peut-être un peu plus spécifique à notre métier et à notre groupe pour plusieurs raisons, hein. D'abord, nous, on achète, comme je le disais tout à l'heure, des eaux de vie qui aujourd'hui seront peut-être choisis par un lointain maître de chais, successeur de notre actuel, pour aller chez Louis XIII. Ah, donc c'est la première fois de ma vie que je fais des plans à 100 ans pour Louis XIII. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Et puis pour moi qui viens en plus de la mode avant, c'est vrai que là on a des produits qui sont là pour durer. On n'est pas dans une course contre la montre, on est plutôt dans la construction de produits qui sont là pour durer. Le temps est donc un petit peu notre allié, en fait. Nos produits prennent d'ailleurs même de la valeur en vieillissant, de la valeur financière, hein, puisqu'on les met dans des produits qui ont plus vieilli et qui se valorisent mieux. Mais j'ai presque envie de dire aussi la valeur organoleptique, hein, puisque, comme avait coutume de le dire l'un de nos maîtres de chais, en l'occurrence chez Mount Gay, notre rhum de la Barbade, « It's ready when it's ready, never before ». C'est prêt quand c'est prêt, mais jamais avant. Voilà, donc savoir se donner le temps de la maturité pour nos produits. Et c'est pour cette raison qu'on a d'ailleurs communiqué auprès des marchés financiers qui sont plutôt dans le court terme sur un plan à 10 ans, ce qui était, je crois, un petit peu disruptif. Je ne me rendais pas forcément compte, mais ce n'est pas forcément usuel. Et en fait, 10 ans, c'est aligné d'abord sur l'horizon de temps de notre actionnaire majoritaire, hein, pour lequel c'est pas demain, ni le mois prochain, ni l'année prochaine, c'est plutôt même la génération, l'échelle de temps, on va dire. C'est aligné sur la durée de vieillissement de nos eaux de vie, hein, de notre produit XO, qui est notre produit emblématique pour nos cognacs. Ce sont des eaux de vie qui ont vieilli au moins 10 ans. Et en fait, c'est vrai que bâtir un plan à 10 ans, ça permet de s'affranchir d'un plan à 3 ans ou à 5 ans qui finalement est un budget un petit peu étendu, sous contrainte. Ça permet d'être plus ambitieux et plus disruptif aussi dans ce qu'on imagine, puisqu'on part de la vision à long terme pour ensuite construire le chemin et non l'inverse. Voilà, donc, cerise sur le gâteau d'ailleurs, en ces temps perturbés, c'est presque plus facile de se projeter à 10 ans qu'à 6 mois en ce moment. Donc c'est vrai que je dirais que ça donne du souffle, ça donne beaucoup d'énergie, ça donne de l'ambition, et en plus c'est très en phase avec qui nous sommes. Voilà. Mais alors attention, faire du temps un allié, ça ne veut pas dire avancer lentement, bien sûr, hein, puisqu'une fois qu'on a construit le chemin, il faut tenir le cap, mais ça donne un cap, et ça permet aussi, quand on veut bâtir des vraies marques de luxe qui véhiculent un message particulier, qui délivrent une expérience particulière, il faut du temps pour le faire. Voilà. C'est pas, donc on a toujours cette dualité entre évidemment le fait d'être coté en bourse et malgré tout d'avoir à gérer le court terme, mais on a quand même, fort de cet actionnariat et de ce rapport au temps avec les produits que nous fabriquons, je pense une démarche un petit peu particulière, et le temps est très présent dans les échanges que nous avons avec les équipes. D'accord. Julien, comment est-ce que de ton point de vue aujourd'hui d'investisseur, tu t'envisages de faire du temps une ressource immatérielle qui soit à la fois opérationnelle et profitable?
entreprises. Je pense que ça va être lié à la philosophie qu'on a réussi à créer et qui s'est renforcée pendant la période du Covid. Déjà, dans cette philosophie, il faut comprendre que dans l'environnement dans lequel on est, enfin dans le monde des startups, vous avez beaucoup de gens et des gens mais. Les gens et, c'est vous proposer un projet et puis la personne en face de vous va vous proposer des add-ons, des choses nouvelles et rajouter pour faire plus grand, plus fort, plus beau. Et puis vous avez les gens mais qui vont essayer toujours d'analyser ce qui va faire que ça ne fonctionnera pas. Et donc, dans le monde de l'investissement, on est câblé pour analyser. Donc, il y a quand même, mine de rien, pas mal de gens mais. Et donc là, une fois qu'on a réussi à identifier ça, dans cette philosophie, on dit, OK, maintenant, on essaye d'éviter d'être des gens mais d'être des gens et d'essayer de pousser et de motiver parce que le succès entraîne le succès. Et donc, la motivation entraîne la motivation. Et donc enfin voilà, dans la partie comment gagner du temps, enfin, ça va être aussi pas mal focalisé autour des outils. C'est-à-dire, là où avant, chacun avait ses propres outils et travaillait dans son coin, là maintenant, tout est dans le partage. Et ceux qui ne jouent pas le jeu en fait, du partage se retrouvent immanquablement un peu exclus du groupe. Et donc, c'est une espèce de spirale positive qui fait que plus les gens partagent, plus les autres se sentent obligés de partager pour faire partie de cette équipe-là. Et ça, c'est une spirale positive qui est difficile à faire démarrer, mais une fois qu'elle est partie, elle est bien parce que les gens, du coup, deviennent vraiment force de proposition. Donc, c'est assez philosophique dans l'esprit, mais je vais pas imiter Aimé Jacquet, mais c'est comment créer un collectif autour de l'aide qu'on va pouvoir apporter aux entrepreneurs. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, mais le super-héros reste l'entrepreneur. Et je pense que sur ces valeurs-là, et je tiens vraiment à féliciter la BPI et Philippe, parce que je crois qu'on partage vraiment ces valeurs, et j'en profite pour vous dire bravo par rapport à tout ce que vous avez fait pendant le Covid, et même avant, et même après. Merci Julien. Alors, Philippe, justement, par rapport au temps long, court et peut-être ce qu'a dit Julien pour BPI, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors d'abord, merci Julien, merci beaucoup, on est très sensible à votre compliment. Le rapport au temps, moi ça me fait penser un peu au bouquin que certains ont lu, c'est le bouquin de Guillaume Poitrinal qui remonte à quelques années, c'était Plus vite, la France malade de son temps. Et ce qui reboucle d'ailleurs avec ce que disait Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher tout à l'heure, sur la complexité administrative. Avec ce qui s'est passé, on était vraiment à la croisée du rapport au temps et de la vitesse de réaction, comme on dit dans certains milieux. Vitesse de réaction, on en a bien parlé, mais pas que, parce que ça a généré derrière une accélération formidable de tout un ensemble de sujets. Le travail à distance, la flexibilité, la ligne de démarcation vie privée, vie pro. Ce sont des sujets au sein de nos entreprises qui sont essentiels. Aujourd'hui, un salarié est un citoyen et qu'il soit à l'extérieur de l'entreprise ou dedans, il y a des sujets transverses. Donc ça, c'est fondamental. L'autre sujet, c'est quand on traverse, et je reprends l'exemple du sous-marinier, quand on traverse les 40e rugissants, c'est essentiel de garder le cap. Il faut garder le cap. On sait très bien que il y a les mouvements de la mer, le vent, et c'est très difficile de garder le cap. Et être duré, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aussi de poursuivre son action dans la durée et dans le temps, c'est-à-dire dans ce qui est construit. En ce qui concerne BPI France, sur nos métiers d'investisseurs, on est plus long généralement que la place, c'est-à-dire on passe pour un investisseur quelque part bienveillant, pas complaisant, pas complaisant, mais bienveillant. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre façon de voir le monde et d'accompagner durablement les entreprises. Ensuite, il y a tout l'accompagnement que l'on prodigue sur le financement aussi de l'immatériel, parce qu'il faut que les entreprises montent en puissance, créent de la valeur, donc les prêts sans garantie par exemple, ce genre de choses, ce que fait la communauté bancaire. Et dans la notion du temps, c'est ça qui est essentiel, le rapport au temps, c'est surtout pas, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions au moment de la crise sanitaire et notamment après la phase 1 du premier épisode, qui était comment on redémarre la machine. Et comment on redémarre la machine, c'est par exemple, en ce qui nous concerne, de placer
les grands enjeux, les grands défis au cœur de la stratégie des plans de relance. Alors, je pense à la transition écologique énergétique, qui est un défi majeur. Derrière ce mot-là sont des actions concrètes. Comment on embarque le tissu des entreprises en investissement et collectivement pour leur faire passer le cap et leur faire passer le virage. Donc ça, c'est juste essentiel. Il y a tous les thèmes de l'inclusion. On voit très bien que la crise sanitaire, et on le voit tous les jours, pose des tas de sujets sur l'inclusion. Donc il faut porter un point d'attention immense à ce sujet. Donc je dirais qu'on est vraiment à la croisée de quelque chose de particulièrement intéressant. Il faut avoir cette vision dans la durée des actions structurantes, parce qu'il faut gagner les défis, sinon on va rentrer dans le mur. Et parallèlement, il y a un effet d'accélération sur un certain nombre de thèmes, mais qui sont très structurants. On ne travaillera pas demain comme on travaille aujourd'hui, ni comme on a travaillé hier. Donc il faut qu'on trouve collectivement des solutions. Où derrière, l'enjeu c'est quoi? C'est l'engagement des hommes et des femmes dans nos entreprises. Tu parlais d'un collectif, Julien. Moi, on est à fond là-dedans, parce que ce collectif d'hommes et de femmes fait qu'on va gagner la partie à condition qu'ils soient engagés et que l'on crée les conditions de cet engagement. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je crois qu'il n'y a pas de questions dans la ligne. Est-ce que vous auriez un témoignage à apporter sur les sujets de responsabilité individuelle et collective au niveau de l'entreprise et finalement les acteurs au sein des organisations, la manière dont ils perçoivent ce genre de choses avec tout ce qui s'est passé là ces derniers mois? C'est vraiment un ressenti, une prise de température de votre point de vue? Je pense que ça va être faire confiance. C'est vraiment se pousser à faire confiance aux équipes. Si vous avez embauché des gens, c'est parce qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. Et donc, là, je vais reprendre ma casquette d'entrepreneur, mais en tant qu'entrepreneur, la différence entre la vie d'un entrepreneur et la vie de quelqu'un de normalement constitué, c'est qu'on a cette capacité à absorber cet écart-type entre euphorie et dépression sur un espace-temps extrêmement réduit. Et donc, à un moment, il faut que cette charge émotionnelle soit distribuée entre les gens. Et donc, du coup, c'est faire confiance aux autres et de laisser les gens avoir le droit de se tromper sans troller, enfin, sans être désagréable, sans avoir la petite phrase qui casse, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que les gens se sentent plus libres, osent poser des questions, là encore, c'est pas le moment de les critiquer, même si la question peut paraître à côté de la plaque. Et ce collectif-là permet du coup d'avoir une entraide entre les gens. Donc, c'est vraiment... Une belle innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, laissez-les désobéir. Philippe, je vois que tu hoches la tête. Non, je hoche la tête positivement. Je vois les paroles de Julien. Je crois que ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est surtout qu'il n'y ait pas de rupture de contrat de confiance à l'intérieur de l'entreprise entre ce qui est porté par le management et au plus haut niveau de l'entreprise, avec les attentes des salariés. Autrement dit, s'il y a un écart de cohérence entre le cap qui est pris par l'entreprise par rapport aux attentes fondamentales aujourd'hui de sens, d'engagement, de valeur des salariés, il faut voir tout ce qui se passe aujourd'hui avec la Convention citoyenne, avec le manifeste du réveil écologique de tous les étudiants qui aspirent, qui choisissent les entreprises sur un certain nombre de critères. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion. Donc, c'est un exercice délicat, mais il faut en être conscient entre je dirais, les valeurs de l'entreprise, l'alignement, pour que les hommes et les femmes qui travaillent et qui créent de la valeur au quotidien, eh bien, je dirais, se sentent bien et construisent. C'est-à-dire que le niveau d'engagement du rapport Gallup passe grosso modo de 6% à 60%, hein, grosso modo. Eric? Non, bah, écoute, je partage ce point de vue sur la confiance. Je pense qu'en revanche, derrière, il y a un certain nombre d'éléments qui la sous-tendent. Voilà, je pense que on est avec les contraintes actuelles, ça nous impose aussi de repenser la manière de communiquer et d'échanger, parce que la confiance, elle se construit aussi dans le dialogue, et que on est confronté très brutalement à une manière différente, et on doit se réinventer sur ce sujet-là. Je pense aussi que dans des groupes qui peuvent être structurés, hiérarchisés, ça passe aussi par la responsabilisation qui a été un petit peu forcée avec ce qui s'est passé, et qu'il faut
maintenant structurée, accompagnée, encadrée, encouragée. Et puis, je pense qu'elle est d'autant plus importante que on est face à un impératif d'agilité qu'on n'avait pas avant et qu'il faut être capable de réagir beaucoup plus vite et que sans responsabilisation et sans confiance, on est trop lent. Voilà, donc effectivement, je pense que c'est un sujet qui est devenu très prégnant cette année. Donc c'est bien, vous avez l'air tous assez d'accord sur le sujet. On a une question d'Hervé Essa dans le fil de discussion qui nous dit « La résilience des femmes et des hommes est un axe structurant au sein des organisations pour développer un profil résilient. » Donc comment est-ce qu'au sein de chacune de vos organisations, vous saisissez le sujet? Donc résilience des hommes et des femmes comme axe structurant. Qui veut bien répondre en premier à cette question, qui n'est pas anecdotique? Philippe, je pense que c'est toi le premier qui a parlé d'émotions et de gérer les émotions des personnes qui étaient peut-être… Allez, je me lance. Bon, la résilience, ça se construit. La robustesse individuelle comme collective, elle n'est pas totalement innée chez tout le monde. On a affaire à des spécimens qui la possèdent, mais dans une organisation, encore une fois, je reprendrai une métaphore de commando. Le chrono s'arrête lorsque le dernier a franchi une ligne d'arrivée, pas le premier. Donc ça veut dire qu'il y a un exercice collectif qui doit être porté. Et donc la résilience se construit. La robustesse ne peut être que collective, encore une fois, parce que c'est le fruit des interactions. Comme l'a souligné Eric Vallat, la confiance, c'est aussi dans le dialogue, mais j'ajouterais aussi dans les actions et dans l'exemplarité. Parce que ce sont des choses au quotidien. On ne triche pas avec les gens avec qui on bosse au quotidien. On voit très bien comment ça se passe. Donc, c'est vrai que c'est très exigeant. Et donc, la résilience, c'est un peu une résultante d'un certain nombre de sujets et avec des degrés divers. Voilà à peu près comment on voit la question. L'idée, c'est de faire davantage et surtout d'avoir de l'audace pour aller de l'avant. C'est ça l'importance. Est-ce que, Eric, en 1 minute 30, vous pouvez me répondre et après, on passera la parole à Julien sur la résilience? Je peux même faire plus court, mais non, simplement pour ajouter peut-être que je pense que la résilience, elle est aussi… elle se travaille aussi à travers le fait que les gens savent où l'on va, qu'il y a un cap, une direction. Je pense que ce qui est très perturbant dans des environnements compliqués et très changeants, c'est quand on a perdu de vue sa raison d'être, quand on a perdu de vue la finalité de ce que l'on fait et le cap. Donc j'ajoute juste ce point-là, qui en tout cas, moi, m'a semblé particulièrement important au cours des mois agités que l'on a vécu. Et je pense que c'est d'ailleurs un enseignement à garder pour la suite. Julien, par rapport à ça? Oui, je partage complètement. Définir le cap mais le définir ensemble. C'est-à-dire un peu comme quand vous êtes dans une salle de réunion et puis vous mettez au milieu de la table un élément, une bouteille ou autre, en disant voilà, ça c'est mon problème, et chacun va pouvoir analyser le problème pour avoir 360 degrés du problème. Et ensuite, à la fin de la réunion, chacun part avec une partie de ce problème qu'il doit résoudre. Et donc, ça, dans un ensemble qui va être le cap. Après, une fois qu'on a le cap, savoir si on prend la piste, la départementale ou l'autoroute pour y aller, on verra en cours de route. De toute façon, ça va changer, et que ce soit le manager ou celui qui vient de rentrer dans l'entreprise, on va s'adapter, surtout quand c'est complètement agité. Mais par contre, définir un cap et avoir une vision assez précise de la direction dans laquelle on veut aller, sans faire ces girouettes. Et c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de toutes ces startups qui font des pivots en continu. Quand même, faut le travailler un peu en amont, quoi. Parce que si vous faites un pivot, c'est que le marché a pivoté, mais pas parce que si c'est vous qui pivotez parce que vous passez du B2B ou B2C, c'est que vous avez mal fait votre devoir en amont. Donc du coup, une fois qu'on a le cap, arriver à fédérer et à s'occuper les uns des autres. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui ne va pas bien, faire en sorte que les autres s'en occupent et ne l'excluent pas du groupe. Et pour ça, on est obligé de créer des méthodes qui vont, et je dirais, la rémunération devient une cerise sur le gâteau, mais une espèce de spirale positive qui fait que du coup les gens s'entraident. Et une fois qu'on a réussi cette mayonnaise-là, et c'est ce qu'on essaye maintenant de déployer chez chacune de nos participations, parce qu'on le voit, les entreprises qui vont, si on reprend encore Frédéric Laloux avec lequel on a commencé, mais les entreprises Opale sont plus productive, meilleur bonheur au travail. Je sais pas, mes parents disaient le mal du siècle, c'était le mal au dos. Aujourd'hui, c'est le burn-out. Ben, c'est pas normal. Et donc, c'est du rôle de l'entreprise, du rôle de l'entrepreneur de pouvoir stimuler les gens parce que
le bonheur au travail fait qu'ils sont plus productifs et donc vont vers plus de croissance. Donc, c'est les équipes avant les clients. D'accord. Et juste un point que je voulais ajouter, mais je pense que la résilience, c'est aussi le sentiment de l'utilité, bien comprendre son rôle et comment on peut contribuer. C'est beaucoup plus simple de traverser ce genre de tempête quand on sait qu'on peut contribuer à la traversée. Et donc, il y a un côté process aussi, je pense, et organisationnel qui est très important. Ok. Alors, on a juste une dernière question qui a émergé de Jérôme Julia, notre président, qui nous dit que chômage partiel, PGE, plan de relance constituent des mesures assez égalitaires, entre guillemets. Comment mieux cibler et comment éviter de soutenir les entreprises zombies? Donc, c'est peut-être un sujet tout d'abord pour Philippe, rapidement. Comment éviter de soutenir les entreprises zombies? Les entreprises zombies, j'ai peur de ne pas comprendre la question, mais des entreprises qui étaient vouées à mourir avant le PGE, quoi. Oui, mais moi, je ne vois que ce qui a été fait donc à notre échelon, c'est-à-dire sur le questionnement des entreprises en tenant compte de ce qui a été fait, de leur urgence, des mesures qui ont été mises en place. C'est vrai qu'avec le discernement, je dirais, de professionnels, c'est assez facile de voir si on veut faire passer le bébé avec l'eau du bain, excusez-moi l'expression, ou si on a affaire à des entreprises qui ont essuyé les plâtres, ont du mal à traverser les 40e rugissants et ont besoin d'avoir la tête hissée au-dessus de l'eau. C'est vrai que ce n'est pas du 100%, mais en tout état de cause, moi j'ai le sentiment, à travers ce que l'on a pu voir, c'était de soutenir vraiment les entreprises vraiment en difficulté qui ont des perspectives de croissance et d'avenir quand même, et qui ont une volonté de développement et de croissance. C'est ça aussi, hein. Effectivement, c'est une question qui est loin d'être facile parce que on peut pas tirer un jardin à la française sur ce type, une ligne comme un jardin à la française sur ce type de sujet. Il y a peut-être des entreprises qui ont été soutenues, peut-être, mais dans le lot, et quand on est en situation d'urgence, c'est très très difficile de faire du point de croix à certains moments. Il faut aussi, j'irai intervenir massivement pour aider le plus grand nombre à s'en sortir. C'est un peu ça le sujet quand même. Pour être sincère, j'ai une société dans le portefeuille qui souffrait beaucoup avant le Covid. Pendant la période de Covid, ça l'a aidé à se restructurer. Et le PGE fait qu'aujourd'hui, elle est en plein essor et a été, quelque part, le PGE l'a sauvée. Et donc, on a plein de contre-exemples. Donc, les entreprises zombies, certes, il y en a, mais je suis très fier d'être français quand je vois l'aide des autres gouvernements dans le monde vis-à-vis des entrepreneurs. Quand Xavier Niel dit que c'est un paradis, la France, pour créer une entreprise, c'est vraiment confirmé. On a beaucoup de chance. Eric, je ne sais pas si dans votre environnement, dans les fournisseurs ou des partenaires, vous avez ce type d'entreprise et si vous avez un avis par rapport à ça? Pas grand-chose à ajouter. Je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour me prononcer là-dessus, si ce n'est que après, effectivement, tout dans la question aussi, dans ce qu'on entend par une entreprise zombie, parce que on a vu aussi que le contexte de Covid pouvait au contraire ouvrir des opportunités à certaines, enfermer à d'autres, mais c'est temporaire. Voilà, moi, nous, on a renoncé à toutes les aides possibles, mais c'était pour que certaines puissent en bénéficier aussi. Donc, personnellement, en tout cas, je pense que il est difficile de ne pas être égalitaire sur un sujet comme celui-là. Qui va évaluer les entreprises zombies et les autres? Je pense que c'est un sujet complexe à traiter, même politiquement, mais là, je sors totalement de mon cadre de compétences. Alors, en tout cas, merci à tous les trois pour vos témoignages. Donc, on vient de recevoir un grand merci pour la qualité de la JNAI qui s'inscrit dans les enjeux du XXIe siècle. Donc, vous avez fait un grand pas pour l'avenir de tous. Donc, bravo encore une fois et merci. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que de plus en plus d'entreprises prennent en compte leurs actifs immatériels. Nous aurons de nombreux témoignages à venir de la TPE à la PME ETI. Merci à tous les trois. Et puis, écoutez, c'était un grand plaisir de travailler sur le projet. Ophélia, je te redonne la parole. Oui, merci à tous les trois et merci Mathieu d'avoir animé cette table ronde.
Il est 18h19. Je vous propose de nouveau une courte pause. Après, on enchaînera sur la dernière table ronde sur immatériel et responsabilité même combat, animée par Ariane Fabier. Et on enchaînera après avec les trophées de l'immatériel. Merci et à tout de suite.